Bonjour et bienvenue dans Relire. Relire, c'est le moment où je relis un livre aimé que j'ai été recherché dans ma bibliothèque. Il s'agit depuis quelque temps notamment du Rivage des Syrtes de Julien Gracq. Et dans le Rivage des Syrtes de Julien Gracq, nous allons aujourd'hui entrer dans un chapitre qui s'intitule Une croisière. On était resté la dernière fois en 2 fois avec ce long chapitre Noël, une croisière, le bateau s'en était effectivement allé à la fin, le bateau, le redoutable, qui va donc quitter le rivage des Syrtes pour peut-être explorer ce qui se passe de l'autre côté, du côté du Farguestan, ce pays ennemi mais dont on ne sait rien, et une croisière, ça a l'air quelque chose de plutôt récréatif et sympathique. Celle-ci peut-être sera plus inquiétante. On ne reconnaissait guère la mer des Syrtes dans cette soirée annonciatrice de tempête. À l'abri pourtant encore des flèches de sable, la houle se gonflait déjà d'une longue respiration noire, venue de très loin, menaçante de calme entre les roseaux échevelés. Menaçante de calme. On voit bien ce moment d'avant l'orage, d'avant la tempête, d'avant qu'il se passe quelque chose, d'avant la guerre peut-être, ou quoi, on ne sait pas exactement. Un vent froid et vierge, comme s'il avait passé sur les neiges, fraîchissait de minute en minute, giflait d'une poigne rude le navire par le travers. Dans cette jungle de sifflements rauques, de déhanchements et de froissements rudes, son ombre noire glissait comme une clairière de silence. On a déjà vu ce leitmotiv du silence. Une lumière diffuse et sous-marine baignait la passerelle. Les mouvements des hommes de quart s'endormaient, ralentis par les épaisseurs d'eau. Fabrizio gardait près de moi un silence de statue. Effleurait par instant d'un doigt de pianiste un instrument délicat. Sa gesticulation incompréhensible et précise rivait mon œil dans cette nuit brouillée comme les arabesques d'une main de chirurgien errant au-dessus de son champ de linge. Soudain, il tourna la tête et me parla d'une voix où la grossièreté cordiale de la vie revenait comme le sang au visage, et je me mis longtemps à comprendre que ce visage baigné de sueur en face de moi souriait. C'est la passe. Tu n'as pas eu peur, Aldo? Si Marino ne m'avait emmené tout de même une fois, je dirais que je me suis jeté à l'eau sans savoir nager. Je le fixai à mon tour, ahuri. Tu n'avais jamais reconnu le nouveau chenal? Il posa la main sur mon bras. Maintenant c'est fait. Je ne voulais pas te le dire, ajouta-t-il à voix plus basse. Je voulais venir. Je le regardai de nouveau curieusement, les yeux plissés dans le vent, pendant qu'il détournait la tête. Il me semblait que l'amirauté reculait soudain très loin, se perdait à l'horizon derrière cette crasse de brouillard. « Tu peux aller te reposer maintenant », ajouta-t-il d'une voix contractée. Il me serra le bras légèrement, et je devinai qu'il souriait dans le noir. « Je m'en charge. Tout ira bien. » Il faisait froid et humide dans la cabine de Marino.
J'allumai à tâtons la lampe qui commença à se balancer faiblement au plafond, faisant bouger les ombres à travers la petite pièce d'une vie mécanique et ensommeillée. C'est vraiment toujours très très bien amener les ambiances dans ce livre-là, avec cette lampe et cette vie mécanique et ensommeillée. On s'endormirait presque à le lire. Je m'allongeai sur la couchette sans me dévêtir. Un bruit léger d'eau froissée parvenait jusqu'à moi, qui semblait venir exprimer de très loin, dans cette intimité close, et pourtant m'empêchait de dormir, comme un doigt qui gratte à une vitre. Le manteau de mer de Marino battait monotonement contre la cloison. Sur le compas du plafond, je suivais de l'œil mécaniquement le trajet sinueux du redoutable à travers les passes. Les machines lointaines battaient faiblement là, peut-être dans le lointain de cette vidéo, vous avez entendu une machine passer, pas du tout une machine maritime. Avec les arrêts interminables et les reprises lentes d'un train de nuit. On eût dit que le vide et l'ennui des steppes immobiles alentour s'annexaient cette mer vacante, cette cabine délabrée et poudreuse, pareille dans son confinement et sa douceâtre odeur de pétrole à une lampisterie abandonnée. Un instant, le souvenir du palais Aldobrandi, ses portes battantes sur la nuit humide, me revint comme une odeur de fleurs dans le noir. Et je serrai les lèvres sur les cheveux sauvages de Vanessa, que la nuit reprenait et gonflait dans le lit comme la marée une touffe d'algues. Puis je me roulai dans mon manteau et je commençai une sombre veille. Je repoussai sur la tablette le bouquet de fleurs sèches et les volumes des instructions nautiques, et je déroulai le paquet de cartes. À voir revenir sous la lumière jaune et sale de la cabine ces contours d'irréalité si étranges, il me paraissait que ces symboles armés que j'avais si longtemps interrogés au fond de leur chasse souterraine fussent là maintenant déployés pour servir. Fabrizio suivait les chenaux de la côte. Je consultai ma montre et, estimant la vitesse du navire, je posai le doigt sur le point de la carte où nous devions être parvenus. Presque exactement par le travers de Maremma. Je poussai le hublot de la cabine, tout plein du plaisir incrédule avec lequel un enfant essaye le mécanisme d'un jouet. On part à l'aventure ici, et ce côté enfantin, alors que la situation est grave, permet peut-être justement de donner envie quand même d'aller y voir. Une bouffée de vent de mer échevelé me sauta au visage et aux épaules, comme une meute qui se bouscule derrière la porte. Tout au bout de l'horizon, au ras de l'immense labour d'encre qui déversait ses mottes luisantes à ma hauteur, un demi-cercle inégal de lumière calme cernait l'eau gardée comme la rangée de flotteurs d'une Seine. Les douces, les pacifiantes lumières d'Orsena, pareilles aux yeux ouverts d'un mort montant leur garde endormie sur la mer apprivoisée. L'hélice battit plus faiblement. La sirène du redoutable éclata au-dessus de moi, terrifiante et risible, au milieu de ce vide noir. Comme un éléphant qui barille tout seul, trompe levée dans une clairière. Le navire obliqua doucement. Les lumières de Maremma basculèrent sur la droite, de plus en plus vite. Il n'y eut plus que la mer et le ciel, imperceptiblement plus clairs maintenant sur les eaux noires.
On voit que les lumières petit à petit disparaissent, imperceptiblement plus clair le ciel par rapport aux eaux noires. On est évidemment en pleine nuit. Je regardais ce ciel imperceptiblement. On a le même adverbe qui était 2 lignes plus haut, imperceptiblement. Donc, on peine à percevoir. Hein. On insiste, Julien Gracq insiste sur cette vision du noir sur noir, presque abstraite ici. Je regardais ce ciel imperceptiblement dilué d'aube, comme effleuré sous l'horizon à sa lisière extrême par la palpitation d'un faible éventail de lumière. La nuit qui s'était levée pour la première fois sur les Syrtes revenait à mon souvenir. Comme un brouillard qui égalise les monts et les vallées, ses plis indistincts cachaient la terre accidentelle. Orsena transmigrait, se vaporisait dans cette poussière d'étoiles où Fabrizio lisait notre chemin. Elle brillait inépuisable et égale. Pour une nouvelle nuit, après tant de nuits, Orsena se vautrait au lit de ses astres, se dissolvait à l'aise dans la figure de ses étoiles, confiée tout entière comme une planète morte à l'intimité et à l'inertie sidérale. On voit tout d'un coup la ville qui prend des aspects d'univers, d'immensité ici, des étoiles. Je me rappelais une parole étrange que m'avait dite Orlando dans un de ces soirs prostrés de la canicule où nous cherchions de l'air sur le chemin de ronde des remparts, que dans les nuits étrangères les plus paisibles, on entendait passer le souffle chaud d'une bête et peser le battement singulier d'un cœur, mais que dans les nuits claires d'Orsena, il semblait que la conscience nous fût donnée du miracle d'un enfant rentrant dans le sein de sa mère, et que l'on surprit le bourdonnement des mondes. Intéressant ce pluriel, des mondes. Il y a plusieurs mondes, avec les étoiles, et l'univers entier qui est présent, quelque chose de quasiment mystique ici. Un coup de roulis plus accentué fit glisser près de moi à terre le manteau de Marino, et tout d'un coup on revient à des choses beaucoup plus terre à terre. Le terme est évidemment ambigu, mais le mot de terre est utilisé ici, alors qu'on est en mer. Le manteau de Marino, et je me mis à sourire. Je sentais combien souverainement cette nuit le capitaine devait dormir. Le redoutable avait repris sa marche régulière et endormi. Au bas de mon hublot qui s'ouvrait tout près de l'arrière, l'eau maintenant creusait un sillon profond au long de la coque, décollée d'elle comme du soc d'une charrue. À nouveau la terre, hein, à nouveau la charrue, le soc, la terre. On laboure la mer. L'obscurité dérobait la terre plate, si proche pourtant encore que l'aboiement d'un chien monta encore dans la nuit claire. Les bergers égaraient parfois de longues semaines dans les sylves hautes ces bêtes que la solitude ramenait à une demi-sauvagerie et qu'on retrouvait toujours errantes le long des grèves de mer. L'aboiement désolé montait très haut dans la nuit calme, entrecoupé de silences inégaux, comme s'il eût guetté désespérément, du fond de ses solitudes, une réponse, un écho qui n'arrivait pas. Je reconnaissais ce cri. Les murs du palais Aldobrandi me l'avaient renvoyé. Ce n'était pas un cri de peur, ce n'était pas un appel à l'aide. Il passait bien au-dessus de toute tête, et les plaines de la mer ne l'assourdiraient pas. C'était la plainte haute de l'être qui défaille au bord du vide pur. C'était la provocation nue qui monte à la fin de tout désert, et celui d'Orsena était habitable. Le sourire de Vanessa, ce retour à chaque fois de Vanessa, quand est évoqué Orsena, de
la nuit qu'ils ont passée dans le chapitre précédent, avant Noël. Le sourire de Vanessa, ce sourire d'ange noir qui semblait flotter sur un vertige, se recomposait pour moi brusquement des accents de cette lamentation errante. Ce qui me restait à faire, je l'accomplirais maintenant. Je m'assis de nouveau devant la table et soigneusement, méticuleusement, je me mis à relever quelques distances sur les cartes marines. Si routinier, si automatique que je m'applicasse à rendre ce travail, j'étais confondu pourtant de trouver les distances que je mesurais si médiocres, comme si les rivages de cette mer fermée fussent accourus en demi-cercle au-devant de notre proue, soudain presque à portée de main. Et il me sembla comprendre d'un coup, à me remémorer mes rêveries de la salle des cartes, comment le sommeil d'Orsena et la prise détendue de sa main avaient fini par noyer ses frontières les plus proches dans des brumes lointaines. Les distances, tout d'un coup, se rapetissent, ce qu'on croyait immense devient minime. Il y a une échelle des actes qui contracte brutalement devant l'œil résolu les espaces distendus par le songe. Le Farguestan avait dressé devant moi des brisants de rêves, l'au-delà fabuleux d'une mer interdite. Il était maintenant une frange accord de côtes rocheuses à 2 journées de mer d'Orsena. Donc c'est tout près. La dernière tentation, la tentation sans remède, prenait corps dans ce fantôme saisissable. Encore là, l'oxymore, ce fantôme saisissable. Embrasser un fantôme, magnifique poème de Robert Desnos. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Mais là, le rêve est un cauchemar peut-être. C'est un fantôme saisissable. Dans cette proie endormie sous les doigts déjà ouverts. Quand le souvenir me ramène, en soulevant pour un moment le voile de cauchemar qui monte pour moi du rougeoiement de ma patrie détruite, à cette veille où tant de choses ont tenu en suspens, la fascination s'exerce encore de l'étonnante, de l'enivrante vitesse mentale qui semblait à ce moment pour moi brûler les secondes et les minutes, et la conviction toujours singulière pour un moment m'est rendue que la grâce m'a été dispensée, ou plutôt sa caricature grimaçante, de pénétrer le secret des instants qui révèlent à eux-mêmes les grands inspirés. C'est non seulement la distance qui diminue, mais aussi le temps qui se réduit à un instant, semble-t-il décisif, qui arrive, qui n'est peut-être pas encore là, ou qui est là, on ne sait pas, là, les grands inspirés, les nuits de révélation, il y a quelque chose de ceci, mais révélation de quoi, on ne sait pas encore. Encore aujourd'hui, lorsque je cherche dans ma détestable histoire, à défaut d'une justification que tout me refuse, au moins un prétexte à ennoblir un malheur exemplaire, l'idée m'effleure parfois que l'histoire d'un peuple est jalonnée çà et là, comme de pierres noires par quelques figures d'ombre, vouées à une exécration particulière, moins pour un excès dans la perfidie ou la trahison, que pour la faculté que le recul du temps semble leur donner. Au contraire, de se fondre jusqu'à faire corps avec le malheur public ou l'acte irréparable qu'ils ont, semble-t-il, au-delà de ce qu'il est donné d'ordinaire à l'homme, dans l'imagination de tous entièrement et pleinement assumés. Envers ces figures vêtues d'ombre, dont le temps, plus vite que pour d'autres Hérodes,
puissamment les contours et les singularités personnelles, la violence universelle du reniement nous avertit qu'il participe, bien plus que du blâme civique incolore que dispensent sans chaleur les manuels d'histoire, du caractère lancinant du remords, et qu'il ravive la plaie ouverte d'une complicité intimement ressentie. C'est que la force qui repousse vers les marges de l'histoire, où la lumière tombe plus obliquement, ces figures hantées, est celle d'un malade assiégé de mauvais songes qui ressent non comme une froide obligation morale, mais comme la morsure d'une fièvre qui mange son sang, le besoin de se délivrer du mal. De tels hommes, de qui parle-t-il? De lui-même? N'ont peut-être été coupables que d'une docilité particulière à ce que tout un peuple blême après coup d'avoir abandonné en eux sur le terrain l'arme du crime, refuse de s'avouer qu'il a pourtant un instant voulu à travers eux. Le recul spontané qui les isole dénonce moins leur infamie personnelle que la source multiforme de l'énergie qui les a transmués un instant en projectiles. Plus étroitement tissus à la substance même de tout un peuple que s'ils en étaient l'ombre projetée, ils sont vraiment ces âmes damnées. La terreur à demi religieuse qui les fait plus grands que nature tient à la révélation dont ils sont le véhicule, qu'à chaque instant un condensateur peut intervenir à travers lequel des millions de désirs épars et inavoués s'objectivent monstrueusement en volonté. Le regard qui traverse ces silhouettes se perd dans une profondeur où l'on craint de lire. La fascination qu'elles exercent tient au soupçon qui nous vient que la communication privilégiée, fût-ce pour le pire, qui leur a été consenti les a haussés pour quelques secondes qu'il valait la peine d'être à une instance suprême de la vie. Nous dansons comme un bouchon sur un océan de vagues folles qui, à chaque instant, nous dépasse. Mais un instant du monde, dans la pleine lumière de la conscience, a abouti à eux. Abouti est en italique. Comme être tout à l'heure. La peine d'être, ça vaut la peine d'être. Un instant, en eux, l'angoisse éteinte du possible a fait la nuit. Le monde orageux de millions de charges éparses s'est déchargé en eux dans un immense éclair. Leur univers, refluant de toutes parts sur eux autour d'un passage où nous imaginons... Les phrases là sont de plus en plus longues et complexes, là, vraiment dans un passage extrêmement dense. Et donc je dois dire que je suis presque un peu dépassé par ce que je suis en train de lire, donc il faut que j'y retourne, mais quelque chose qui est de l'ordre, je le disais avant, de la mystique, là, véritablement. Leur univers refluant de toutes parts sur eux autour d'un passage où nous imaginons que la sécurité profonde se mêle inextricablement à l'angoisse a été une seconde celui de la balle dans le canon du fusil. C'est ce temps rapetissé, le moment, la seconde, celui de la balle dans le canon du fusil. Et tac, on tire, c'est une seconde. Mais revenons sur terre, j'allais dire, non, sur le bateau, sur le redoutable. Le hublot resté ouvert vint battre soudain contre la paroi, comme si le navire eût viré brusquement. Et en me retournant pour l'assujettir, je vis que le ciel avait pâli légèrement au ras de la mer. Le vent était presque complètement tombé, la mer se calmait çà et là, de gros cormorans noirs se berçaient tout près du navire sur les vagues. Quelque chose qui vient apaiser peut-être ici. L'aube se rapproche. Des bandes compactes d'oiseaux de mer débordaient la paroi du navire au-dessus de ma tête comme des volées de pierres.
En criant et en me penchant, je vis se découper faiblement sur l'horizon une haute dent noire. Nous étions en vue de Vezzano. C'était la limite assignée par Marino au parcours des patrouilles. Il était temps de rejoindre Fabrizio sur la passerelle. À cette heure de l'extrême matin, comme dans une cité de la terre, le dédale des coursives restait étonnamment vide. Une pâleur de limbe qui paraissait suinter des parois de métal raccourcissait le halo faible des lampes en veilleuse. Il me semblait flotter comme une ombre au milieu du navire gris, du jour gris, de l'eau grise, le cœur défait dans cet étale morne du petit jour. Fabrizio était seul sur la passerelle. Sa tête petite, au visage enfantin, semblait ballottée dans le grand capuchon rabattu de son manteau de mer. Ses traits tirés par une nuit de veille le rajeunissaient. Il se retourna vers moi au grincement de l'escalier et me regarda émerger du capot sans rien dire, le front plissé dans une expression de surprise mal jouée. Je devinai qu'il m'avait attendu. « Il y a du café chaud dans le coffre sous la banquette, me dit-il, lorsque je fus près de lui, sans se retourner. Tu ferais aussi bien de t'en servir, ajouta-t-il, comme je ne bougeais pas. Le petit matin des cires t'effrisquait. Tu as passé une bonne nuit. Il fixait très intentionnellement l'horizon à l'avant du navire, la voix rapide, pressée de meubler le silence. Il ressemblait à une jeune fille qui appréhendait, espère une déclaration. Et je me sentais soudain plus à l'aise. Je buvais mon café à petits coups sans me presser, en jetant sur lui des regards à la dérobée. Il fixait l'horizon sans trop sourciller, mais une boule se contractait à sa gorge et la nervosité de ses mains le trahissait. « Vezzano » me dit-il de sa voix de gorge en désignant l'île d'un geste rapide. Le sommet de l'île émergeait d'un léger banc de brouillard qui flottait sur la mer. Une dentelure aiguë, maintenant sur le ciel qui s'éclaircissait. Mauvaise réputation. Je pris mon temps et bus encore posément une gorgée de café. Mais on dit que de là-haut, on a une jolie vue. Je regardai de nouveau Fabrizio du coin de l'œil, et il me sembla qu'il rougissait faiblement. Le navire roulait dans une houle légère comme huilée. Les cris des oiseaux de mer, volant toujours en nuées épaisses autour de Vezzano, creusaient l'aube, reprenaient possession de la mer avec le jour. Possible. Là, on a la suite de la conversation. Possible, pas ce matin en tout cas, avec cette crasse volante. Fabrizio désigna d'un geste du menton le brouillard qui s'effilochait dans la brise levée. « Tu y es allé voir » ajouta-t-il d'un ton d'indifférence mal jouée. « Tu en serais peut-être informé. Je n'ai pas de canonnière personnelle, mais je me disais que toi, peut-être, jamais. Je croyais que tu avais du penchant pour le vagabondage en mer. Évidemment, Vezzano, l'île de Vezzano, on a lu qu'il y était allé avec Vanessa. Mais il ne semble pas vouloir le révéler à son compagnon. Jamais vu les Syrtes de plus haut que la passerelle. Marino n'a pas de goût pour les points de vue, ajouta-t-il en me jetant pour la première fois un coup d'œil de connivence que je reconnaissais bien. C'était celui qui préludait à nos apartés,
par-dessus la table de la casemate quand Marino commençait à somnoler. Tout le monde ne pense pas forcément comme lui à Orsena, prononçai-je d'un ton que j'essayais de charger de signification cachée. Personne à l'amirauté, je le savais, n'ignorait plus l'arrivée des plis secrets. De nouveau, Fabrizio me jeta un coup d'œil rapide. Le silence se reforma. Fabrizio respirait plus vite. Je devinais qu'il soupesait en lui cette grave nouvelle. Les cris des oiseaux de mer peuplaient le matin, montaient comme la senteur sauvage de la mer libre. « Il va falloir virer de bord, marmonna Fabrizio entre ses dents très vite, avec l'accentuation patoisante de Marino, comme s'il se fût hâté d'exorciser, de décharger le rite de son efficace. La phrase s'étira paresseusement dans le silence, insignifiante comme une bouffée de fumée. Les mains de Fabrizio l'ignorèrent si complètement qu'elles quittèrent la roue du gouvernail et allumèrent négligemment une cigarette. « On est bien en mer, Aldo, par un petit matin frais comme celui-là. » Il s'étira les bras voluptueusement. « L'amirauté sans le renfermer tout de même. Tu as les cartes ?» ajouta-t-il sans hâte en désignant le rouleau que je tenais sous le bras. Je le lui tendis sans mot dire. « La ligne des patrouilles. » appuya-t-il d'un ton doctoral en laissant traîner son doigt le long de la ligne pointillée. « C'est assez difficile à situer là-dedans, Aldo. Tu peux te faire une idée, ajouta-t-il en balayant d'une main emphatique la mer vide, car Vezzano fuyait déjà assez loin dans notre arrière. Marino le sent, lui, tu comprends, c'est de nature. Moi, j'ai besoin de prendre mes repères. Et il n'y en a pas beaucoup. Ah, tu es d'accord. Au fond, tout cela est assez fictif, trancha-t-il, avec une moue compétente, d'un mot cocassement inhabituel dans sa bouche, que mon trouble extrême faillit fondre en un éclat de rire. Le silence, toujours ce silence qui revient très souvent, le silence se reforma. « Il va tout de même falloir virer de bord, reprit Fabrizio avec un sursaut de commande, feignant tout à coup de s'apercevoir que Vezzano était si loin. « Rien ne presse, dis-je, d'un ton négligent en allumant à mon tour une cigarette. Le navire filait toujours plein est. Le jour devant nous montait de la mer en fusée plus claire. » Toujours, c'est ce jour qui petit à petit apparaît. Non, rien ne presse. On est encore à l'aube quand même. Fabrizio mit les mains dans les poches de son manteau et, s'accolant à la cloison, se mit à tirer des bouffées fébriles. « Absolument rien, conclus-je après un silence. Et je m'adossai à la cloison à côté de Fabrizio, gauchement, sentant en nous s'engloutir les secondes et le temps se précipiter sur une pente irrémédiable. Nous sourions tous deux aux anges d'un air hébété, les yeux clignant dans le jour qui montait devant nous de la mer. Le bateau filait bon train sur une mer apaisée. La brume s'enlevait en flocons et promettait une journée de beau temps. Il me semblait que nous venions de pousser une de ces portes qu'on franchit en rêve. On voit toujours cette présence du rêve, même quand le jour revient. Le sentiment suffocant d'une allégresse perdue depuis l'enfance s'emparait de moi. L'horizon devant nous se déchirait en gloire. Comme pris dans le fil d'un fleuve sans bord, il me semblait que maintenant tout entier j'étais remis. Une liberté, une simplicité miraculeuse lavaient le monde. Je voyais le matin naître pour la première fois.
J'étais sûr que tu allais faire une bêtise, dit Fabrizio en fermant sa main sur mon épaule, quand les minutes s'abîmant, après les minutes comme les brasses d'une sonde. Il n'y eut plus de doute que la chose maintenant avait eu lieu, la chose avec majuscule. De quoi s'agit-il? Adieu va, ajouta-t-il avec une espèce d'enthousiasme. Je n'aurais pas voulu manquer ça. Les heures de la matinée passèrent vite. Vers 10 heures, la tête ensommeillée de Beppo pointa nonchalamment du panneau d'avant. Son regard ahuri parcourut longuement l'horizon vide, puis s'arrêta sur nous avec une expression enfantine. À nouveau, cette présence de l'enfance qui est assez importante dans ce chapitre. Je ne l'ai pas remarqué avant. Tout d'un coup, on part à l'aventure comme des enfants, vraiment. C'est ceci, et Beppo... tiens, on n'avait même pas capté qu'il était là, et tout d'un coup, lui, il a un regard enfantin, il découvre quelque chose de nouveau. Mais attention, une expression enfantine de désarroi et de curiosité chagrine. Et il me sembla qu'il allait parler, mais la tête eut soudain le rencognement nocturne d'une bête de terrier éblouie par le jour, et la nouvelle coula silencieusement dans les profondeurs. Fabrizio se replongea d'un air absorbé dans la lecture des cartes. La passerelle ensommeillée se réchauffait doucement dans le sommeil. Non pas le sommeil, mais le soleil, cette fois, il est là. Une douzaine de têtes silencieuses ourlaient maintenant le panneau d'avant, les yeux écarquillés sur leur vision, dans une immobilité intense. Les calculs de Fabrizio rejoignaient les miens. Si le redoutable soutenait son allure, nous devions être en vue de Tengri aux dernières heures de la soirée. Tengri, c'est le Phagestin. L'excitation de Fabrizio croissait de minute en minute. Les ordres pleuvaient. Il hissa une vigie dans le mât d'avant. Sa lorgnette ne quittait plus le bord de l'horizon. « Rien n'est trompeur, comme une mer vide », répondait-il d'un ton suffisant à mes plaisanteries. Et ici, il vaut mieux voir avant d'être vu. Il faut tout de même penser aux conséquences. Tu y penses ? Répondis-je en m'amusant à le provoquer du regard. Il eut un rire de jeunesse à grandes dents blanches, un peu carnassier, un rire de veille d'armes. Et nous descendîmes déjeuner. Évidemment, cette idée de veille d'armes, elle est permanente. Mais on est toujours la veille de quelque chose. Et ce quelque chose n'arrive pas. La chose, on avait la chose, maintenant avait eu lieu. Quelle est cette chose ? Nous passâmes l'après-midi dans une espèce de demi-folie. La fébrilité anormale de Fabrizio était celle d'un Robinson dans son île démarrée à la tête soudain d'une poignée de vendredi. Marino, l'amirauté, reculait dans les brumes. Pour un peu, il eût hissé le drapeau noir. Les pirates, évidemment, on brave des interdits ici. Ses galopades à travers le navire, les hennissements de sa voix jubilante qui à chaque instant balayait le pont étaient ceux d'un jeune poulain qui s'ébroue dans un pré. Tout l'équipage, à cette voix, manœuvrait avec une célérité bizarre et presque inquiétante. Du pont à la mâture se répondait en chœur la vibration de voix fortes et allègres et fusait des encouragements malicieux et des cris de bonne humeur. Il se faisait par tout le navire chargé d'électricité un crépitement d'énergie anarchique qui tenait de la mutinerie de pénitenciers et de la manœuvre d'abordage. Et ce pétillement montait à la tête comme celui d'un vin, faisait voler notre sillage sur les vagues, vibrer le navire jusqu'à la quille d'une jubilation sans contenu. Un chaudron bouillonnant, soudain, au-dessus de moi, sans qu'on eût besoin de le prévenir, qu'on venait de soulever le couvercle. On a complètement changé d'atmosphère par rapport au début. Maintenant, on est en plein jour et il y a une sorte de frénésie qui naît. Mais
tout d'un coup le mais. Attention. Mais cette animation fiévreuse, elle est peut-être malade, hein, l'animation, ne passait pas jusqu'à moi, ou plutôt, elle bourdonnait à distance, comme une rumeur orageuse au-dessus de laquelle je me sentais flotter très haut, dans une extase calme. Il me semblait que soudain le pouvoir m'eût été donné de passer outre, de me glisser dans un monde rechargé d'ivresse et de tremblement. Ce monde était le même. Et cette plaine d'eau déserte où le regard se perdait le plus désespérément, semblable qui fût partout à elle-même. Mais maintenant une grâce silencieuse resplendissait sur lui. Le sentiment intime qui retenait le fil de ma vie depuis l'enfance avait été celui d'un égarement de plus en plus profond. À partir de la grande route d'enfance où la vie entière se serrait autour de moi comme un faisceau tiède, il me semblait qu'insensiblement j'avais perdu le contact, bifurqué au fil des jours vers des routes de plus en plus solitaires. Où parfois une seconde, désorienté, je suspendais non pas pour ne surprendre plus que l'écho avare et délabré d'une rue nocturne qui se vide. J'avais cheminé en absence, fourvoyé dans une campagne de plus en plus morne, loin de la rumeur essentielle dont la clameur ininterrompue de grands fleuves grondait en cataracte derrière l'horizon. D'un coup, c'est la rumeur, la cataracte derrière l'horizon. Et maintenant, le sentiment inexplicable de la bonne route faisait fleurir autour de moi le désert salé, comme aux approches d'une ville couchée encore dans la nuit derrière l'extrême horizon. De toutes parts des lueurs errantes croisaient leurs antennes. L'horizon, tremblé de chaleur, s'illuminait du clignement de signaux de reconnaissance. Une route royale s'ouvrait sur la mer pavée de rayons comme un tapis de sacre. Ici, tout d'un coup, c'est le moment de gloire qui arrive, le jour de gloire. Et aussi inaccessible à notre sens intime qu'à l'œil l'autre face de la lune, il me semblait que la promesse et la révélation m'étaient faites d'un autre pôle où les chemins confluent au lieu de diverger, et d'un regard efficace de l'esprit affronté à notre regard sensible pour qui le globe même de la terre est comme un œil. La beauté fugace du visage de Vanessa, d'un coup elle revient dans ce moment-là, se recomposait de la buée de chaleur qui montait des eaux calmes. Le jour aveuglant de la mer s'embrasait au foyer retrouvé de milliers de regards, où j'avais tenu, un rendez-vous m'était donné dans ce désert aventureux, pour chacune des voix d'ailleurs, dont le timbre, un jour, avait fait le silence dans mon oreille, et dont le murmure se mêlait en moi, maintenant, comme celui d'une foule massée derrière une porte. L'après-midi déclinait déjà, on voit que là on était en plein jour, et puis déjà, peut-être que ce moment glorieux va s'étioler. L'après-midi déclinait déjà, la légère gaze blanche qui embue le ciel dans les journées chaudes des Syrtes retombait et se dissipait, rendant à l'air une transparence merveilleuse. La lumière plus frisante lustrait une mer de soie aux lentes ondulations molles. Une accalmie enchantée paraissait traîner sur les eaux comme une écharpe, paver notre route à travers les vagues. Le navire s'avançait dans le cœur du soir sur la mer pavoisée, comme pour une de ces grandes fêtes, minuscule et dissous,
dans la réverbération immense de l'étendue, évanoui presque dans le signal insolite, le présage indéchiffrable de cette fumée qui montait de la mer après tant d'années, une longue plume flexible et molle qui défaisait paresseusement dans l'air ses volutes orageuses. La description de cette mer-là, c'est magnifique ça. Et puis on revient ensuite au concret. Je vais faire réduire les feux, me dit Fabrizio, soucieux. C'est une provocation que ce panache. Mieux vaut d'ailleurs rester à bonne distance de là-bas, jusqu'à la nuit si... Son regard m'interrogea clairement. La solennité fantomatique de cette fin de jour agissait sur lui, le dégrisait, et pour la première fois je sentis dans sa voix une espèce de recueillement grave. « Oui, lui répondis-je d'une voix ferme, j'y vais. »« Regarde, me dit-il en me serrant le bras brusquement, d'une voix blanche et presque étouffée. Une fumée montait devant nous sur l'horizon, distinctement visible sur le ciel qui s'assombrissait déjà vers l'est. Une fumée singulière et immobile qui semblait coller sur le ciel d'Orient, pareille à sa base à un fil étiré et mince, très droit, qui s'épaississait en prenant de l'altitude et se cassait brusquement en une sorte de corolle plate et fuligineuse, palpitant mollement dans l'air, ou sur l'air même, palpitant mollement sur l'air et insensiblement rebordée par le vent. Cette fumée engluée et tenace ne parlait guère d'un navire. Elle ressemblait parfois au filet exténué qui monte très haut dans un soir calme, au-dessus d'un feu expirant. Et pourtant, on la pressentait singulièrement vivace. Il émanait de sa forme je ne sais quelle impression maléfique, comme de l'ombrelle retournée au-dessus d'un cône renversé qui s'effile, que l'on voit à certains champignons vénéneux. Et comme eux, elle semblait avoir poussé, avoir pris possession de l'horizon avec une rapidité singulière. Soudain, elle avait été là. Le là est en italique, c'est là. Son immobilité même, décevante sur la grisaille du soir, avait dû longtemps la dérober au regard. Tout à coup, en fixant avec attention le point de l'horizon où s'enracinait la fumée, il me sembla discerner au-dessus du liseré de brume qui se reformait un double et imperceptible cil d'ombre que je reconnus au soudain bondissement de mon cœur. C'est le Tengri. Là, de nouveau ce là, criai-je presque à Fabrizio, avec une émotion si brusque que j'enfonçai mes doigts dans son épaule. Il jeta un coup d'œil fébrile sur la carte, puis fixa l'horizon à son tour, avec une expression de curiosité incrédule. « Oui, fit-il, après un moment de silence, d'une voix qui revenait lentement de sa stupéfaction, comme s'il n'eût pas osé se rendre. C'est le Tengri. Mais qu'est-ce que c'est que cette fumée ? Il y avait dans sa voix le même malaise que je sentais faire vibrer en moi sourdement une note d'alarme. Oui, pour tout ce qu'elle pouvait avoir de naturel et de banalement explicable, il était désorientant de voir, sur le volcan si longtemps éteint, monter en ce moment cette fumée inattendue. Son panache qui ondulait maintenant dans la brise fraîchissante et si diluant semblait assombrir plus que la nuit le ciel d'orage, maléficier cette mer inconnue. Plus qu'à chaque éruption nouvelle après tant d'autres, il faisait songer aux pluies de sang, à la sueur des statues,
un signal noir monté à cette hampe géante à la veille d'une peste ou d'un déluge. On est toujours à la veille de la catastrophe. Il est éteint pourtant, se murmurait Fabrizio à lui-même, comme devant une énigme qui le dépassait. Toute sa gaieté était tombée d'un coup. Le vent qui se levait avec le soir souffla jusqu'à nous une première bouffée faible. Soudain, sur la passerelle, il fit froid. Une dernière nuée d'oiseaux de mer, fuyant vers l'ouest, passa au-dessus de nous en criant. Le ciel déserté s'enténébrait déjà autour de la fumée mystérieuse. On voit vraiment ce parcours du jour à la nuit. On est vraiment passé de l'extrême matin au coucher du soleil, mais un coucher inquiétant. N'allons pas plus loin, me dit Fabrizio en me saisissant le poignet d'un geste brusque. Je n'aime pas ce volcan qui se met en frais pour notre visite. Tu sais où nous sommes ? Ajouta-t-il d'une voix apeurée en me tendant la carte. Le doigt qui se posa dessus était bien au-delà déjà de la ligne rouge. Derrière cette sinistre avant-garde, comme une vague silencieuse, de toutes parts des côtes du Farguestan accouraient à nous. Je le regardai dans les yeux, et un instant je sentis mon cœur hésiter. À travers la voix de Fabrizio, soudain pleine d'ombre, les présages dressés au seuil de cette mauvaise nuit résonnaient comme un avertissement plus grave. La fièvre de l'après-midi retombée me laissait incertain, le cœur lourd. Il me semblait qu'un voile s'était déchiré. La reculade de Fabrizio me faisait face à face, ou me laissait face à face, avec la folie nue de cette aventure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, la question n'est pas celle-ci, c'est « Qu'est-ce que va dire ?» Et l'autre poursuit « Marino, n'est-ce pas ?» Achevai-je d'une voix trop douce. Tout à coup, je sentis monter en moi une colère froide. Fabrizio venait de toucher à la hache, et je compris soudain avec quelle ruse acharnée, sans trêve, ce nom, je n'avais fait que le conjurer toute la nuit. C'est ennuyeux, mon petit, sifflai-je, entre mes dents, qu'on s'abrite toujours derrière le nom de Marino, quand on a peur. Maintenant, je l'avais renié. Maintenant seulement, tout était dit. La route libre, la nuit ouverte. Fabrizio comprit tout, et il se passa une chose singulière. Il lâcha un instant la barre, et tout à coup, comme s'il eût été seul, il se signa, ainsi qu'on détourne un blasphème. « Marino n'a pas peur, murmura-t-il d'une voix qui pâlissait. Route à l'est, à toute vitesse au contraire, hurlai-je à l'oreille de Fabrizio, dans le vent qui se levait. La nuit nous couvre, avant le jour, en forçant les feux, nous serons hors de vue. Mais on eût dit que ma voix se perdait en route, ou que tous ses réflexes se fussent ralentis. Il ressemblait à un homme qui marche dans le demi-sommeil. Là, pour que ma voix à moi ne craque pas, je vais y boire un petit peu, il reste encore quelques pages dans cette croisière très inquiétante. Tu sais ce que tu fais, Aldo, me souffla-t-il d'une voix enfantine, où se mêlaient l'effroi et la tendresse.
Mais maintenant c'est une autre affaire, ajouta-t-il, en se levant d'un air résolu. Il faut que j'aille donner quelques ordres. Dans la nuit tombante, l'équipage prit les postes de combat. Les visages qui passaient devant moi dans la lueur vacillante d'une lanterne sourde s'efforçaient à une dignité gauche devant le cérémonial inhabituel. Fabrizio les appelait un à un et leur assignait leurs tâches d'une voix posée. Un pareil exercice sur le redoutable remontait dans la nuit des temps. Pour la contenance à prendre, les souvenirs manquaient. « Tu crois que c'est du sérieux, Beppo ?» murmura au-dessous de moi une silhouette perplexe. « Ne t'occupe pas, » coupa d'une voix narquoise. « Fini, la garde aux écuries, on va voir en face. » Et pas trop tôt qu'on s'en occupe. Paraît qu'on se remue trop là-bas. La mer est à tout le monde, qu'ils ont dit à la seigneurie. Le vieux redoutable va aller aussi un peu prendre l'air. Il y eut un murmure d'approbation pénétré. « Mais non, tu ouvres d'abord la culasse, paysan !» grommela distinctement quelqu'un sur l'avant au milieu des rires étouffés. Le silence se reforma. « Tu as vu comment ils ont allumé leurs pipes ?» conclut une voix lointaine. « Ça va chauffer. » Fabrizio reprit place auprès de moi sur la passerelle. Il sifflotait comme pour se donner du cœur dans le noir, mais chez cet être insouciant et si jeune, je devinais une nouvelle saute de vent. Il commandait le redoutable devant un danger possible, et l'ardeur et la bonne humeur des hommes l'avaient ragaillardi. « Je réponds d'eux, me dit-il. On va ouvrir l'œil, la nuit sera très noire. Heureusement, reprit-il en se rassurant peu à peu. Cela limite les risques. Et puis, c'est notre meilleure chance. Ils ont dû perdre un peu l'habitude d'être curieux. » Depuis longtemps, la fumée avait fondu dans le ciel noir. De gros nuages d'orage montaient sur l'horizon en volutes lourdes, fondues au ras de la mer dans un reste de faux jours livides. « Et maintenant, dis-moi, Aldo, reprit-il d'une voix hésitante, ce n'est peut-être pas mon affaire, mais qu'est-ce que tu veux voir là-bas de si près ?» J'ouvris la bouche comme pour répondre, mais la voix s'arrêta en route, et je me mis à sourire distraitement dans le noir. Si près de moi, mon frère, il n'y avait pas de mots pour lui dire ce que Marino ou une femme amoureuse eussent compris dans un regard. Ce que je voulais n'avait de nom dans aucune langue. Être plus près. Ne pas rester séparé, me consumer à cette lumière. Toucher. Rien, lui dis-je, une simple reconnaissance. Le bateau fonçait maintenant, tous feux éteints, dans la nuit épaisse. Les nuages qui gagnaient très haut dans le ciel cachaient la lune. Fabrizio ne s'était pas trompé. La chance était pour nous. Ma pensée volait en avant du navire forcené qui trouait cette paroi d'encre. Il me semblait sentir la cime effacée maintenant grandir devant nous, à toute vitesse derrière cette obscurité suspecte, et, par un mouvement dont je n'étais pas maître, mes mains nerveuses, à chaque instant, esquissaient le geste de se porter en avant, comme un homme qui tâte vers un mur dans l'obscurité. 2 heures de route, encore, me dit Fabrizio d'une voix ensommeillée. Dommage de manquer de coup d'œil, car il y a pleine lune. Derrière son flegme de commande, je le devinais aussi tendu que moi. Au-dessous de nous, noyé dans l'ombre, l'équipage aux aguets gardait un profond silence. Là, il se passe quelque chose.
la profondeur et le silence, les mots sont fréquents, et là, le profond silence de la nuit, bien sûr. Mais ses yeux grands ouverts aimantaient l'obscurité. Dans cette approche de nuit de la chose inconnue, tout le bateau se chargeait d'une électricité subtile. Fabrizio se replongea dans ses cartes, l'air préoccupé. La dernière partie de notre expédition lui posait un problème difficile. Une ligne de brisant inégale que les cartes localisaient mal gardait les approches du Tengri à bonne distance, et on n'avait pas perdu le souvenir à Orsena des pertes éprouvées par ses escadres au retour même de la grande expédition de représailles. J'allais moi-même faire doubler les postes à l'avant où un homme se tint prêt à sonder. De longues minutes, je demeurai penché au-dessus de l'étrave, fouetté dans le vent froid qui sentait la neige et l'étoile, et semblait tomber en nappe des glaciers de la cime inaccessible. Lui demandant de toutes mes narines les indices de la terre prochaine, mais la nuit semblait devoir ne pas finir. Il n'y avait rien que le bouillonnement inépuisable de l'étrave et ce vent d'un autre monde, ce fleuve de froid acide qui portait le crissement des champs de neige. Le vague de cette navigation errante m'ensommeillait. Je me berçais dans ces dernières minutes de calme et de pure attente, l'esprit vacant, soudain, étrangement poreux, à un concert plus subtil et à d'indéchiffrables coïncidences. Les indices familiers de la terre semblaient avoir reculé très loin, mais de grands signes s'entrecroisaient dans cette nuit claire. Toute ma vie depuis que j'avais quitté Orsena m'apparaissait guidée, se recomposait dans cette fuite en avant nocturne en symbole qui me parlait du fond de l'obscurité. On retrouve tout d'un coup quelque chose de mystique, un peu comme plus tôt, quand la nuit se terminait, la nuit commence. Je revoyais les chambres du palais Aldobrandi, leur attente hautaine, leur vide moisi soudain, obscurément réveillé. Derrière moi, le torrent de fumée vomi par la cheminée se déchirait dans la nuit comme une voile plus noire. Je revoyais le geste de fantôme que notre forteresse avait soudain refait sur les eaux. Je songeais à ce volcan mystérieusement ranimé. Le visage lavé dans cette pureté froide au sein de cette nuit qui dissolvait les contours, je me rassemblais. Je m'identifiais de tout mon être aveugle à mon heure avec majuscule ici. Je m'abandonnais à une ineffable sécurité. Vers 1h du matin, le calme se fit brusquement. Nous étions sous le vent du volcan. Une moiteur lourde et stagnante nous enveloppa. Le navire glissa sans bruit sur une mer d'huile. Dans ce silence oppressant qui semblait jeter une ombre au cœur de la nuit même, la masse énorme venait à nous plus écrasante qu'en plein jour. « Veille bien !» s'éleva la voix tendue de Fabrizio dans l'ombre trop calme. Le navire réduisit sa vitesse. Le bouillonnement plus clair de l'étrave s'apaisa. Tout à coup, une bouffée d'air tiède et très lente déplissa sur nous une odeur à la fois fauve et mielée, comme une senteur d'oasis diluée dans l'air calciné du désert. La nuit devenait insensiblement plus claire. Au-dessus de nous, les masses de nuages semblaient se désagréger rapidement. Quelques étoiles brillèrent infiniment lointaines et pures, dans leur déchirure très noire que la lune frangeait maintenant d'un halo laiteux. « Aldo !» appela Fabrizio à voix basse. Je le rejoignis sur la passerelle. L'orage se dissipe.
chuchotait. Là, c'est moi qui ai de la peine à chuchoter. L'orage se dissipe, chuchota-t-il, en me montrant le ciel déjà plus clair. Si la lune se dégage d'un instant à l'autre, il va faire clair comme en plein jour. Tu as senti les orangers, me dit-il en haussant la tête. Nous sommes presque à toucher la terre. Tu veux aller plus loin? Plus loin, c'est aller sur terre. Toucher, on avait ce verbe auparavant qui était isolé, c'était une phrase. Toucher la terre. Tu veux aller plus loin? Je coupais court d'un bref signe de tête. En ce moment, la gorge sèche, comme devant un corps désiré qui dépouille un à un ses voiles dans l'ombre. Collé de tous mes nerfs à mon attente affamée, je ne pouvais même plus parler. Bien, conclut Fabrizio d'une voix délivrée, et où on eût dit que passait malgré lui une sorte d'allégresse. C'est une tentative de suicide, et je devais t'avertir. Que Dieu nous protège. Il fit réduire encore la vitesse et, posément, méticuleusement, vérifia une dernière fois quelques calculs. Je le regardais de temps en temps de côté. Le front plissé par l'attention et l'importance. Il tirait la longue comme les très jeunes garçons. Une extraordinaire enfance, à nouveau l'enfance, semblait sourdre sur ses traits de toutes les meurtrissures creusées par la fatigue et l'insomnie. Et un sentiment exalté de victoire m'envahit soudain. Ce visage que j'emportais dans mon songe vivait comme il n'avait jamais vécu. Tu voudrais retourner maintenant, Fabrizio? Dis-je en fixant l'avant du navire et en posant doucement la main sur son bras. Je ne sais plus. Fit-il avec un rire de gorge où passait un excès d'agitation nerveuse. Tu es le diable, ajouta-t-il en détournant les yeux et sans relever la tête. Je savais comment il souriait. Le coup de fouet d'un grain fit résonner les tôles, cingla soudain la passerelle et nous aveugla. Et pourtant, au cœur même de cette brutale bourrasque, l'obscurité maintenant se diluait, comme si très haut derrière elle, le réflecteur d'une lampe y eût pulvérisé finement sa douche de lumière. La pluie cessa, le navire s'ébroua dans l'accalmie, s'empluma d'une vapeur légère. Tout à coup, la nuit parut s'entr'ouvrir sur une lueur. Devant l'étrave, les nuages s'écartèrent à toute vitesse comme un rideau de théâtre. Le volcan, hurlèrent d'une seule voix 30 gorges étranglées dans le cri qui s'élève d'une collision ou d'une embuscade. Devant nous, à la toucher, encore ce verbe toucher ici, semblait-il au mouvement de recul de la tête qui se renversait vers sa cime effrayante, une apparition montait de la mer comme un mur. La lune brillait maintenant dans tout son éclat. Sur la droite, la forêt de lumière de rage, là aussi c'est le Farguestan, frangeait d'un scintillement immobile l'eau dormante. Devant nous, pareil au paquebot illuminé qui mate son arrière à la verticale avant de sombrer, se suspendait au-dessus de la mer vers des hauteurs de rêve, un morceau de planète soulevé comme un couvercle, une banlieue verticale, criblée, étagée, piquetée, jusqu'à une dispersion et une fixité d'étoiles, de buissons de feu et de girandoles de lumière, comme les feux d'une façade qui se fut reflétée paisiblement, mais jusqu'à hauteur de nuages, sur la chaussée luisante et si près, semblait-il, si distincte dans l'air lavé qu'on croyait sentir l'odeur des jardins nocturnes. On a eu celle des orangers avant, et la fraîcheur vernissée de leurs routes humides, les lumières des avenues, des villas, des palais, des carrefours, enfin, plus clairsemés, les feux des bourgades, vertigineuses, accrochées à leur pente de lave, montaient dans la nuit criblées par paliers, par falaises, par balcons sur la mer doucement,
phosphorescente, jusqu'à une ligne horizontale de brume flottante qui jaunissait et brouillait les dernières lueurs, et parfois en laissait reparaître une plus haute encore et presque improbable, comme reparaît dans le champ de la lunette un alpiniste un moment caché par un épaulement du glacier. Comme le piédestal, la pyramide brasillante et tronquée d'un autel qui laisse culminer dans la pénombre la figure du dieu, l'espalier de lumière finissait à cette lisière inégale. Et très haut, très loin, au-dessus de ce vide noir, dressé à une verticale qui plombait la nuque, collé au ciel d'une ventouse obscène et vorace, émergeait d'une écume de néant une espèce de signe de fin des temps, une corne bleuâtre d'une matière laiteuse et faiblement effulgente qui semblait flotter, immobile et à jamais étrangère, finale, comme une concrétion étrange de l'air. Le silence autour de cette apparition qui appelait le cri angoissait l'oreille, comme si l'air tout à coup se fût révélé opaque à la transmission du son, ou encore, en face de cette paroi constellée, il évoquait la chute, nauséeuse et molle, des mauvais rêves où le monde bascule, et où le cri au-dessus de nous, d'une bouche intarissablement ouverte, ne nous rejoint plus. Le Tengri, dit doucement Fabrizio, pâle comme la cire, en enfonçant ses ongles dans mon poignet, comme devant une de ces puissances très rares dont le nom est prière, et qu'il est permis seulement de reconnaître et de nommer. Droit dessus, plus près, lui murmurai-je à l'oreille d'une voix qui résonna étrangement gutturale et dure. Mais Fabrizio ne songeait pas à virer de bord. Il était trop tard maintenant, plus tard que tout. Un charme nous plaquait déjà à cette montagne aimantée. Une attente extraordinaire, illuminée, la certitude qu'elle est tombée, le dernier voile suspendait ses minutes hagardes. De tous nos nerfs tendus, la flèche noire du navire volait vers le géant illuminé. À toute vitesse, hurla Fabrizio hors de lui. Le navire vibra de toutes ses tôles. La proue qui montait sur l'horizon à chaque minute silhouettée en noir déjà sur les lumières proches, la côte accourait à nous, grandissait immobile comme un navire qu'on éperonne. Non, plus rien ne pouvait nous atteindre. La chance était pour nous, la mer vide, pas une lumière ne bougeait devant Rage qui paraissait endormi. Le rideau de lumière qui éblouissait le rivage nous protégeait, dissolvait dans la nuit notre ombre noire. Une minute encore, où tiennent des siècles, voir et toucher sa fin soudée à ce bondissement final de train rapide, se fondre dans cette approche éblouissante, se brûler à cette lumière sortie de la mer. Soudain, à notre droite du côté de Rage, le rivage vibra du sillement précipité de plusieurs éclairs de chaleur. Un froissement lourd et musical déchira l'air au-dessus du navire et réveillant le tonnerre caverneux des vallées de montagne, on entendit se répercuter 3 coups de canon. Et voilà comment se termine cette croisière. 3 coups de canon sont tirés. Cette fois, la guerre est là. On touche au rivage. Non pas des Syrtes, mais à l'autre rive. Et donc, le prochain chapitre s'appellera « L'envoyé ». Et que va-t-il se passer? La guerre éclatera-t-elle ou pas? L'envoyé sera-t-il celui qui permettra d'apaiser les tensions? Je ne sais pas, je ne sais plus. Et donc, on lira la suite par la prochaine fois
dans Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq.